Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais vous dire d'abord à quel point moi je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, heureux d'être à côté et avec Cécile, Pierre, Augustin, Marc, Robert et les autres. Alors heureux par la solidarité qui nous unit, heureux aussi parce que j'ai rarement rencontré dans les engagements militants qui ont jalonné toute ma carrière autant de chaleur humaine, autant de dynamisme et autant de force collective qui émanent de notre regroupement. Je suis heureux aussi de participer à cette dynamique d'Europe Écologie. Je la découvre, je l'ai découverte au moment des européennes, comme beaucoup de Français. Je la découvre aujourd'hui de l'intérieur, et c'est pour moi quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors bien sûr, c'est un peu en rupture avec mes activités professionnelles antérieures. Je n'ai jamais sollicité de mandat électif jusqu'à présent, ni jamais milité activement dans un parti politique. Mais en même temps, c'est dans la continuité de mon engagement citoyen, mon engagement pour la formation tout au long de la vie, mon engagement pour l'éducation à la citoyenneté. Dans le sondage paru récemment, et dont les résultats sont bien évidemment à prendre avec des pincettes, il y a quand même quelques chiffres qui devraient faire réfléchir ceux et celles qui se partagent le pays depuis quelques années. Proportion d'abstention chez les femmes, plus de 61%, chez les jeunes, plus de 76%, chez les ouvriers, 77%, chez les employés, 64%. Alors il faut qu'on soit quand même conscient de cela. Et moi qui ai milité pour cette éducation à la citoyenneté et qui ai consacré tant d'énergie, je trouve vraiment complètement catastrophique pour nous que nous en soyons là. Et il faut le dire, c'est aussi cela le bilan des sortants. Il faut le dire. C'est aussi cela le bilan des deux partis qui se sont voulus hégémoniques et qui voudraient encore se passer le pouvoir comme une balle de ping-pong, en attendant de le récupérer quand l'autre le quitte. Certes, je ne confonds pas nos adversaires, et notre adversaire c'est Sarkozy et l'UMP et nos concurrents du premier tour, mais je crois que Europe Écologie représente, face aux uns comme à côté des autres, une alternative citoyenne susceptible de réconcilier les Français avec la politique, de réconcilier les Français avec le bien commun et l'intérêt général, et de leur faire croire et comprendre enfin que la politique, c'est à la fois le plaisir de s'engager, la conviction partagée et le désir de participer à l'action publique. Et je voudrais qu'ils croient à nouveau, avec Europe Écologie, que la politique, c'est pas vieillot, que la politique, c'est l'avenir. Et puisque j'ai relativement peu de temps et avant de laisser légitimement la parole à Cécile, je voudrais, en vertu de mon caractère d'ancien pédagogue, vous raconter une histoire. Alors c'est au XVIIIe siècle. C'est un écrivain anglais qui écrit un texte célèbre en 1729 qui s'appelle « La fable des abeilles » et qui conclut ce texte par une formule qui est « Les vices privés font les vertus publiques ». Ce texte a été longuement commenté et il a été considéré comme la théorisation même de la société industrielle puis capitaliste. Les vices privés font les vertus publiques, ça veut dire, au fond, il suffit que chacun cherche son intérêt individuel pour que naisse spontanément l'intérêt général. Les autorités n'ont qu'à faire une chose, c'est exacerber les individus dans la recherche de leur profit, et elles se sauveront ainsi elles-mêmes. La compétition serait le moteur même de l'organisation sociale et la seule façon pour elle de progresser. Alors longtemps, le projet de Main-de-Ville resta celui de l'Occident, malgré les soubresauts de la classe ouvrière. Et même si dans un pays lointain, un jour, des hommes sans doute de bonne volonté ont imaginé que la dictature des soviets et la toute-puissance de l'État pourraient mettre fin au déchaînement des intérêts individuels. Mais ils n'ont fait, nous le savons bien, que mettre une chape de plomb sur les intérêts individuels qui, quand celle-ci s'est effondrée, ont repris le dessus plus que jamais. Et depuis 30 ans, notre société française tâtonne. Nous nous affrontons sans cesse à chaque élection et au sein de chaque mandature pour introduire au gré des alternances un peu plus d'État ou un peu plus de marché. Je fais partie de ceux qui ont connu avec stupéfaction après 81 la vague des nationalisations et des privatisations par le même gouvernement. Je fais partie de ceux qui ont assisté depuis cette époque à un déplacement permanent du curseur entre ceux qui voulaient toujours plus d'autorité de l'État et toujours plus d'initiative du marché,
Je fais partie de ceux qui voient aujourd'hui recycler en version bling-bling sous les oripeaux de la modernité la fable de Maindeville, en brandissant la RGPP, le bouclier fiscal ou le pilotage par les résultats. Il n'y a rien là qui soit de l'ordre de la modernité. La fable de Maindeville, c'est 1729. Rien n'est plus has-been, rien n'est plus vieux, rien n'est plus démodé que l'individualisme qui pille le monde et que la concurrence qui abolit l'intérêt collectif. Alors bien sûr, on peut encore croire qu'il suffit d'introduire un peu plus d'État. Un peu plus d'État, un peu plus de contrôle, un peu plus d'inspecteurs, un peu plus de tests, un peu plus d'organisation rationnelle du travail ou de l'agriculture. Mais ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous faisons un autre choix, celui qui a été évoqué dès le début de cette soirée. Nous faisons le choix d'une alternative qui, en France, existe depuis longtemps, mais qui, souvent, n'a pas été entendue. Nous faisons le choix d'une alternative qui prend corps aujourd'hui sous nos yeux, qui s'est esquissée pourtant depuis plusieurs dizaines d'années dans l'anarcho-syndicalisme, chez des penseurs comme Fourier ou Proudhon, chez des utopistes comme Godin, dans les collectifs de citoyens et dans les coopératives, au sein des associations, au sein de ces espaces citoyens où des gens ensemble tentent de construire des relations qui ne sont pas fondées sur la concurrence, mais sur la solidarité. Et c'est bien là le changement de logiciel que nous appelons aujourd'hui avec Europe Écologie. Non plus fonder le système économique et social sur la concurrence, mais sur une solidarité assumée et qui devient un nouveau moteur de l'action politique. La concurrence, elle est allée dans le mur. Elle nous a menés tout droit dans le mur. La concurrence, c'est ce chemin de fer fou qui plonge dans l'abîme en pillant l'univers. La concurrence, c'est les hommes qui s'entre-déchirent, ceux qui meurent de faim et les traders qui touchent des milliards à la bourse. Contre cette concurrence-là, nous avons un autre logiciel. Nous avons le logiciel de la solidarité et nous disons que non seulement il peut sauver le monde, mais qu'il peut aussi rendre les hommes et les femmes plus heureux. La solidarité, ça n'est pas la charité. La charité, c'est quand on met à côté de la concurrence un peu de sparadrap. Quand on laisse se développer la concurrence et puis qu'il y a à côté quelques institutions qui tiennent encore vaille que vaille debout, comme la sécurité sociale, qui tentent de pallier les inconvénients de la concurrence. Ou quand on délègue aux ONG ou aux associations le soin de venir mettre un peu de mercurochrome sur les blessures que la concurrence a créées chez les plus vulnérables de nos concitoyens. La charité, c'est quand on laisse la concurrence triompher pour donner bonne conscience à ceux et celles qui peuvent effectivement faire l'aumône aux pauvres. Nous proposons non pas de compléter la concurrence par la charité, mais de renverser la concurrence et de la remplacer par la solidarité à tous les niveaux. Alors on pourrait s'amuser à identifier toutes les formes de solidarité dont nous sommes porteurs à Europe Écologie. Solidarité par exemple entre les producteurs et les consommateurs par la mise en place de circuits courts en matière d'agriculture et d'alimentation. Solidarité là au quotidien parce que l'agriculteur y trouve son compte et que le producteur bien sûr lui aussi y trouve son compte et que le consommateur également y trouve son compte dans ce qu'il consomme, mais dans la création du lien social que cela permet. Solidarité entre les travailleurs dans ce modèle coopératif, ce modèle de l'économie sociale que nous promouvons. Solidarité plus loin peut-être encore si nous avons le courage de partager véritablement le travail. Pierre a beaucoup investigué cette question, mais pourquoi pas expérimenter, nous pouvons le faire dans le cadre des régions, un partage plus équitable du travail, avec une semaine de 32 heures, ou peut-être en dégageant une partie des salariés pour qu'ils servent de formateurs ou de tuteurs pour les jeunes, de telle manière à créer un emploi supplémentaire pour 10 personnes qui, par exemple, serviraient de tuteurs pour les jeunes stagiaires. Solidarité, bien sûr, entre les personnes, les groupes et les générations à travers ce que nous appelons la monnaie sociale. J'étais l'autre jour à Grenoble, eh bien oui, ces étudiants qui donnent une journée de travail au centre social et qui sont logés au sein de la cité, dans des appartements qui ont été restaurés, c'est de la solidarité, c'est de l'échange,
c'est le fait de faire fonctionner la société sur ce nouveau logiciel. Solidarité au quotidien par les systèmes que je vois fonctionner dans la région lyonnaise, le covoiturage, les coopératives. Solidarité par une redistribution équitable. Et nous sommes attachés, nous autres à Europe Écologie, à une redistribution de l'argent de la région à travers ce que nous appelons l'éco-conditionnalité des aides. Nous ne pouvons plus continuer à aider n'importe qui et n'importe quelle entreprise. Nous ne pouvons plus continuer à aider des entreprises qui sacrifient l'environnement, qui bafouent le dialogue social, qui accueillent les stagiaires comme des chiens dans un nid de quilles, qui laissent les mêmes sur le pavé sans leur avoir donné le moindre remerciement. Il nous faut conditionnaliser les aides. C'est un levier absolument essentiel. Une région n'a pas beaucoup d'argent. Pour Rhône-Alpes, c'est 350 € par habitant. Un département comme le Rhône, c'est 2 000 € par habitant. Une ville comme Lyon, c'est 6 000 € par habitant. Donc vous voyez que la région, dans mon cas, est relativement pauvre. Mais a fortiori, parce qu'elle est pauvre, elle ne peut pas se permettre de mettre des aides n'importe où, de faire n'importe quoi avec l'argent public. Or, que fait-elle trop souvent aujourd'hui? Eh bien, elle regarde là où il y a déjà de l'argent, elle se demande si c'est mouillé, et si c'est mouillé, elle rajoute un peu d'eau, elle arrose. Alors, on le voit par exemple chez nous pour les pôles de compétitivité, que fait la région? Eh bien, quand l'État met de l'argent, elle en met un peu aussi, voilà. Alors que c'est justement l'inverse qu'il faudrait faire et se demander où est-ce qu'on peut créer des effets leviers. Nous autres écologistes, nous sommes sensibles au fait qu'il faut produire le maximum d'effets avec le minimum de moyens, quand aujourd'hui on met souvent le maximum de moyens sur des actions qui, en termes humains et de production de richesses authentiques, produisent le minimum d'effets. Solidarité entre les professions, solidarité par la mutualisation des compétences. Les régions ont un levier fabuleux avec la formation professionnelle. Elles ont un levier fabuleux avec la validation des acquis de l'expérience. C'est pas rien, la validation des acquis de l'expérience. C'est la possibilité de changer complètement l'état d'esprit dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire que quelqu'un qui a acquis un savoir-faire, une compétence par un travail dans une association, par le fait que ses parents lui ont transmis un savoir-faire artisanal, par le fait que lui-même il s'est investi dans son métier, on va le reconnaître. On va lui donner cette reconnaissance sociale et personnelle, cette certification qui va non seulement le rendre plus digne, plus heureux et plus fier, mais aussi lui permettre de continuer de reprendre des études et de la formation. On a inventé en 1971 la formation tout au long de la vie. Il nous reste, nous autres, Europe Écologie, à la faire. Enfin, je crois que les Français l'attendent, ils nous attendent pour cela, et nous avons, avec les régions, les moyens de le faire. Je vous rappelle qu'une région comme Rhône-Alpes, c'est plus de 50% du budget à l'éducation et la formation. Si on ajoute les lycées, l'apprentissage, si on ajoute la formation permanente et professionnelle, si on ajoute les formations sanitaires et sociales, si on ajoute l'aide à l'enseignement supérieur et la recherche, c'est pratiquement 58% du budget. Or, nos sortants, d'une manière un peu mystérieuse d'ailleurs, n'évoquent quasiment pas ce budget. Ils surenchérissent dans la verditude. Et ce surenchérissement dans la verditude les fait oublier qu'ils ont géré tout simplement en bons pères de famille et selon les intérêts conventionnels régionaux, ces masses budgétaires formidables qui d'ailleurs sont soumis au marché et sur lesquels il faudrait sans doute regarder d'un peu plus près si nous ne pouvons pas les distribuer plus judicieusement. Alors il y a une multitude de choses à faire en formation. Relier enfin la formation initiale et la formation continue. Nous avons à la région à la fois les lycées et la formation continue. Alors pourquoi ces lycées vides après 17 heures, vides 1 jour sur 2 par an? 1 jour sur 2 par an, un lycée est vide. Moi-même, il n'y a pas si longtemps, j'étais formateur pour ATD Carmonde dans une université populaire et je faisais de l'alphabétisation d'adultes dans une cave en face d'un lycée vide et entièrement éclairé. Quel scandale! Nous avons les moyens d'expérimenter sur un certain nombre de lycées une ouverture au monde associatif, une ouverture à la formation des adultes. Nous avons les moyens de faire des lycées des lieux de vie,
des lieux de vie pour toute la population. Et imaginez ce que ce serait si à 17 ou 18 heures dans un lycée professionnel, des élèves avec leurs parents, leurs profs, mais aussi des habitants du quartier pouvaient se retrouver pour un club d'astronomie, d'échecs, pour faire de la gymnastique ou du handball. Imaginez le changement que cela représente, imaginez ce que ça peut porter de puissance, de lien social, ce terme que tout le monde a à la bouche, mais ce terme que personne n'ose mettre en œuvre tant on est frileux au regard des catégorisations, au regard du fonctionnement tubulaire dans lequel nous sommes enfermés. Alors il y a des tubes partout, le tube de la formation initiale, le tube de la formation continue, le tube de la culture, le tube de l'agriculture. Mais enfin, pourquoi des tubes? Nous ne voulons pas seulement prendre les régions parce que nous allons mettre plus d'argent dans les tubes. Nous voulons aussi prendre des régions parce que nous ne voulons plus que les régions fonctionnent en tubes. Nous voulons prendre les régions parce que nous savons qu'il n'y aurait jamais eu Léonard de Vinci s'il n'y avait pas eu à la fois les peintres, les peintres et aussi les agriculteurs de la campagne toscane. Et les agriculteurs et les peintres ont ensemble créé les paysages de la campagne toscane et créé la Renaissance italienne. Ni les uns ni les autres ne sont plus dignes, ils sont ensemble dans l'excellence. Il nous faudrait l'entendre enfin dans ce pays où on confond en permanence l'excellence et l'élitisme. Il y a de l'excellence partout. Il y a de l'excellence partout, chez chaque citoyen, chez chaque enfant, si on est capable de les accompagner et de leur permettre de s'exprimer. Alors, cette solidarité, nous allons la mettre en œuvre. Nous l'avons déjà exprimé avec tous les sans-grades, les sans-papiers, les sans-abri, tous ceux qui, parce qu'ils sont sans, ont besoin de nous, ils sont à la marge, les plus démunis. Nous devons l'exprimer aussi dans le rapport Nord-Sud. Cette solidarité, c'est le signe que nous ne nous sauverons pas tout seuls. Et puis, nous le savons aujourd'hui, la solidarité, c'est une valeur, bien sûr. C'est celle que nous voulons promouvoir, mais c'est aussi un fait, parce que de fait, nous sommes solidaires. Et ceux qui ne croient pas en la solidarité, ou ceux qui voient dans la solidarité une vague valeur surajoutée, un supplément d'âme inutile à une société mâle, à une société de la concurrence du fric et de la bagnole, à une société qui devrait enfin se donner à son tout pulsionnel et à son tout machiste, ceux qui voient dans la solidarité, au fond, une affaire qui serait dédaigneuse et méprisante, cela se trompe. Il ne se trompe pas seulement sur les valeurs, il se trompe aussi sur la réalité des choses, sur le fait que quoi que nous voulions et quoi que nous fassions, nous sommes solidaires. Alors, je vais terminer, je termine. Je pense que la solidarité va gagner. Elle ne gagnera pas sans vous, elle ne gagnera pas sans nous. Il n'y a pas de fatalité au pillage de la planète et à l'injustice. Il n'y a pas de fatalité au libéralisme autoritariste de Sarkozy. Il n'y a pas de fatalité à rester perpétuellement dans la marge pendant que deux partis hégémoniques se partagent le pouvoir. Il n'y a pas de fatalité à ce que 74% des jeunes s'abstiennent aux élections. Il n'y a pas de fatalité parce qu'Europe Écologie, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est nous, c'est vous, et que nous allons convaincre nos concitoyens que tout est possible.